Donc là, on va parler un petit peu plus des protocoles FIDO, dont je vous ai déjà pas mal parlé. On va voir ça un peu plus en détail et surtout, on va voir ça en pratique. Donc l'objectif, ça va être de renforcer la confiance. En fait, on ne travaille pas seulement avec les entreprises les plus importantes et les plus connues, même si j'ai beaucoup parlé de Microsoft et de Google, mais on a vraiment contribué à établir un nouveau niveau de standard de sécurité, avec le W3C notamment. Là, voilà. Donc, Yubico a beaucoup investi dans FIDO, donc on n'est pas seulement, encore une fois, leader sur les ventes, mais dans la création du protocole lui-même. Donc, on a le flux ici de l'expérience utilisateur FIDO. Donc, on va avoir l'utilisateur avec son device, le gesture, donc l'action, que ce soit un code PIN ou une tape sur le capteur doré. Le transport, alors le transport, c'est soit USB, soit NFC. Le navigateur qui va embarquer FIDO. Et ensuite, la communication entre le navigateur et le tenant en question. Donc, en fait, encore une fois, c'est le navigateur qui transporte le protocole qui s'appelle WebAuthn, qui permet de faire du FIDO. Concernant FIDO U2F, donc c'est une forme d'authentification de second facteur qui s'appuie pour information sur la cryptographie asymétrique et plus précisément sur les courbes elliptiques, qui est donc similaire à la PKI. Sauf que on n'a pas besoin d'une PKI centrale pour fonctionner. Donc réduction des coûts d'infrastructure, de coûts de maintenance, etc. On va simplement nécessiter une connexion sécurisée TLS HTTPS pour fonctionner. Il y a donc une protection également intégrée contre le man in the middle, parce qu'il n'y a aucun secret qui circule. Les attaques de phishing, comme on l'a vu, et le clonage d'appareils. On offre également d'ailleurs des options d'attestation sur l'appareil. Donc en fait, les YubiKey ont des certificats d'attestation chacune, qui permet d'être sûr que ce sont... Alors, on peut au moins... C'est-à-dire que, vu qu'un utilisateur peut acheter ses propres YubiKey et qu'on ne sait pas par où, etc., on peut parfaitement venir sélectionner les YubiKey qui nous intéressent et être sûr surtout que c'est une vraie YubiKey à travers une vérification des certificats d'attestation. Azure le propose, par exemple. J'ai oublié le nom qu'Azure donnait à ça, mais on va regarder ça tout de suite après. Donc, on a également aussi une disposition de protection de la vie privée intégrée, fournit une liaison forte entre l'utilisateur, le service et le jeton. Et encore une fois, c'est une invention d'Ubico. C'est une YubiKey pour un nombre illimité de services. Donc, FIDO U2F, alors la première version de FIDO a résolu le problème de phishing en utilisant le second facteur, mais on a toujours besoin du mot de passe. Donc, qu'est-ce qui se passe si on retire entièrement le password de l'équation? Alors déjà, avantage, inconvénient, et surtout, différence entre un mot de passe et un code PIN, qui n'ont absolument rien à voir. Un mot de passe, c'est partagé. C'est partagé entre le serveur et l'utilisateur. C'est stocké sur le serveur d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est susceptible au hacking en fait, du serveur en question. La politique exige un changement, il me semble, d'après l'ANSSI, de toutes les 8 semaines avec des caractères spéciaux, etc., de minimum 8 caractères. Donc, c'est complexe, c'est difficile à retenir et finalement, d'avoir une complexité pareille va être contre-productif parce que la plupart du temps, quand les entreprises ont implémenté ça, il y en a toujours qui inscrivent les mots de passe sur les post-it. Donc, en fait, c'est totalement contre-productif. La différence, c'est que le code PIN n'est pas partagé. Il utilise de la clé publique et surtout, il ne transite pas par le réseau. Parce qu'en fait, c'est pour ça que les mots de passe doivent être changés souvent, c'est parce qu'ils peuvent être brute forcés, ce qui n'est pas le cas du code PIN. Il y a un dispositif anti-brute force sur les YubiKey, et surtout parce qu'ils transitent sur le réseau. Qui dit transit dit interception possible, et même s'il est chiffré, c'est qu'une question de temps avant que le mot de passe ne casse. Donc, ok, si c'est un mot de passe à 10 caractères, ça va prendre du temps, mais n'empêche que c'est la raison pour laquelle on doit le changer très souvent. Le code PIN ne transite pas par le réseau, le code PIN de la YubiKey reste local et ne sert simplement qu'à déverrouiller le conteneur qui contient, en l'occurrence pour le code PIN, le conteneur smart card ou le conteneur FIDO2. Donc, il est stocké en local, on ne peut pas l'attaquer à distance,
il peut vous faire toute la durée de vie de la clé sans aucun problème de sécurité. C'est-à-dire que le code PIN peut être un code PIN de carte bleue sans aucun problème de sécurité. Il peut être court, hein, donc simple, pas de complexité, ça peut être un code à 4 chiffres encore une fois, et facile à retenir. Et donc là, encore une fois, on va retrouver la notion d'allègement des coûts de support, parce qu'on va beaucoup moins le solliciter, vu que, bon, a priori, admettons qu'un utilisateur, c'est ce qui arrive souvent, mettre son code PIN de carte bleue vraiment en code PIN FIDO2, il y a assez peu de chances qu'il ne se souvienne plus de son code PIN de carte bleue, ou alors c'est qu'il a d'autres problèmes dans la vie. Et donc, avec la nouvelle clé biométrique, on va même avoir cette alternative du PIN. D'ailleurs, petite précision, si jamais vous en parlez au client, la biométrie n'est pas une sécurité supplémentaire. J'ai envie de dire que c'est une sécurité équivalente, même si techniquement ce n'est pas tout à fait vrai. Admettons, c'est une sécurité équivalente, ce n'est pas une sécurité supplémentaire. Un fingerprint n'est pas plus fiable qu'un code PIN. C'est simplement venir améliorer l'expérience utilisateur. Donc, pour l'affranchissement des mots de passe, FIDO2 est arrivé. Donc, c'était un facteur unique, un premier facteur fort, donc avec la possession de l'appareil uniquement, ce qui permet une expérience sans mot de passe, ce qu'ils appellent le tap and go. Donc, la méthode passwordless, donc un facteur unique, reste une méthode beaucoup plus efficace que les mots de passe seuls, car elle va nécessiter déjà le vol de l'authentificateur, la connaissance du service, la plateforme, c'est-à-dire du périphérique de la plateforme auquel le périphérique a été joint, par exemple une machine à join avec FIDO2. Donc ça limite tous les dommages potentiels à un utilisateur, plutôt qu'un large éventail lorsqu'une base de données de mot de passe a été compromise. Donc on peut aussi mettre en deuxième facteur important, hein, donc une expérience familière de FIDO-I2F, c'est-à-dire login mot de passe et on appuie sur la clé. Et ou multifacteur puissant, donc qui va permettre d'atteindre des exigences d'assurance élevées avec le son mot de passe plus un code PIN ou biométrique à utiliser pour déverrouiller la clé pour l'authentification. Donc FIDO2 va venir résoudre tous ces cas d'usage-là. Par rapport au phishing, donc encore une fois, j'en ai déjà longuement parlé, mais on considère que le SMS, le mobile push et l'OTP sont sensibles au phishing, que ce soit techniquement ou humainement. Mais donc FIDO-I2F, SmartCard et FIDO2 sont dits phishing résistantes à ce niveau-là. Cependant, donc avec WebAuthn, donc c'est désormais possible d'avancer vers cet avenir par étapes. Donc, en revanche, est-ce que vraiment OTP, SmartCard et FIDO-I2F, qui sont les protocoles plus anciens que FIDO2, devraient disparaître du jour au lendemain? Non, évidemment. Mais il existe de grands déploiements existants qui continueront à nécessiter un support pendant un certain temps. Cependant, les nouveaux déploiements vont pouvoir profiter du nouveau support WebAuthn intégré au navigateur et aux plateformes. Donc finalement, c'est quoi la meilleure façon de passer de l'ancien au nouveau service? Déjà, c'est commencer par introduire des clés de sécurité dans des scénarios pris en charge aujourd'hui. Envisager des approches qui offrent une expérience similaire aux utilisateurs, par exemple l'expérience d'authentification par code PIN est tactile, donc la carte à puce et FIDO2 qui vont fournir ce genre de choses. Là, va y avoir deux cas d'usage. Soit, cas d'usage idéal qui n'arrive pas souvent, l'utilisateur intègre une nouvelle solution et donc on n'a rien à migrer finalement puisque on va pouvoir venir intégrer directement les clés sans trop de process, on va dire. Dans le cas d'une infrastructure existante, ce qui est la majorité des cas, je vous conseille fortement d'y aller petit à petit. C'est-à-dire, et d'ailleurs, très souvent, lorsque les clients intègrent des clés dans leur environnement, donc c'est pour un cas d'usage bien précis, par exemple, ouverture de session, en fait, une fois qu'ils l'ont, ils se rendent très souvent compte que ils se disent, attends, SSH, c'est faire de la smart card, FIDO-I2F, je fais du SSH partout sur un serveur, peut-être qu'en fait, il y a quelque chose à faire. Donc, en fait, petit à petit, ils vont se découvrir des cas d'usage. Ils vont peut-être aussi faire appel à vous pour implémenter ces cas d'usage.
Et donc, petit à petit, finalement, inclure la YubiKey dans un maximum d'authentification, mais je vous déconseille de tout faire d'un coup pour ne pas tout brusquer et vraiment y aller cas d'usage par cas d'usage, on va dire. Donc, comment est-ce que FIDO2 fonctionne? Donc, l'authentification FIDO2, c'est composé d'un protocole client ou authenticator, protocole, donc CTAP, qui est hébergé, créé par la FIDO Alliance, et d'une API d'authentification web créée par le W3C. Donc, ensemble, ces spécifications fournissent FIDO2. Donc, il existe 2 opérations de base dans FIDO2, enregistrées et authentifiées. Donc, le setup, c'est vraiment la communication entre la clé de sécurité et l'appareil en question. Donc, on va retrouver encore une fois USB, NFC et Bluetooth pour certaines clés de sécurité, mais pas sur les YubiKey. YubiKey n'a pas de Bluetooth. Et donc, FIDO2 utilise setup plus WebAuthn. Donc, WebAuthn, qui est lui, par contre, le protocole entre le navigateur et le tenant. Donc, setup entre la clé et le PC, et WebAuthn entre le navigateur et le tenant. Par rapport à l'enregistrement, donc vu que c'est de la clé asymétrique, si vous êtes familier de ça, ça va être extrêmement simple à comprendre. Au moment de l'enregistrement, de l'enrôlement, l'utilisateur veut créer un nouveau compte. Donc, le tenant dit, il n'y a pas de souci, tu vas générer sur ta clé une paire de clés publiques privées, tu vas garder ta clé privée pour toi, tu ne l'exporteras pas, tu vas simplement m'envoyer ta clé publique. Donc, l'utilisateur crée sa paire de clés sur la chip sécurisée de la YubiKey, envoie la clé publique et l'enregistrement est terminé. Un enrôlement, globalement, c'est ça, c'est juste l'envoi de clé publique pour que le serveur vous connaisse et puisse vous envoyer des challenges. Au moment de l'authentification, l'utilisateur va dire j'ai envie de me connecter, pas de souci, je t'envoie une donnée que j'ai chiffrée avec ta clé publique. L'utilisateur reçoit cette donnée chiffrée et évidemment, dans un système clé publique et clé privée, seule la clé privée est capable de déchiffrer le secret, sauf dans le cas de la signature où c'est la clé publique, la clé privée qui génère et puis la clé publique qui peut déchiffrer. Ici, la clé privée déchiffre le challenge. Il lui renvoie donc ce qu'on appelle une signature, c'est-à-dire la data déchiffrée. Il vérifie, lui, que c'est bien ce qu'il a généré et ce qu'il a chiffré. Et s'il en déduit que les deux sont identiques, alors il considère que la personne a bien la clé privée et donc que c'est la bonne personne. Et donc, on le laisse se loguer. FIDO2, c'est que ça. C'est de la clé publique du plus basique. Donc maintenant, on va consacrer un peu de temps à parler de l'intégration de la YubiKey dans les environnements Microsoft, et je dirais même plus, je vais vous le montrer. Donc là, je vais partir sur une démo Azure Active Directory, et plus précisément sur de l'ouverture de session avec FIDO2 quand un poste est added job. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la petite partie sur FIDO2? Ou est-ce que c'était plutôt clair? C'est que ça doit être plutôt clair. Donc là, le poste est added join. Donc là, tout ce que j'ai fait, moi, c'est paramétrer un code PIN. Donc voilà, Windows Hello for Business. Pour venir me connecter à mon compte. Du côté d'Azure Active Directory, comment ça se passe? J'ai mon Azure Active Directory et dans l'onglet sécurité et méthode d'authentification, c'est ici que je vais pouvoir venir autoriser les utilisateurs à utiliser certains protocoles. Par défaut, les clés de sécurité ne sont pas activées. Donc en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer dessus et de dire que oui, je les active. D'ailleurs, sachez évidemment que vu qu'on est sur Azure AD, on peut sélectionner seulement des groupes d'utilisateurs, des groupes de sécurité, il n'y a pas de problème. Et venir appliquer ces fameuses, voilà, c'est le nom que je cherchais, stratégie de restriction clé
en venant n'autoriser que certaines clés à venir se connecter. Tout ça, c'est possible. Donc ici, j'active simplement la possibilité de faire de l'authentification par clé de sécurité. Et finalement, c'est tout ce qu'il y a à faire sur l'Azure AD. Tout est déjà fait. Donc en fait, c'est extrêmement rapide à faire sur l'Azure AD. Côté client, il va y avoir deux possibilités. Soit le client a une licence Intune, et dans ces cas-là, il va pouvoir venir appliquer une politique pour autoriser l'authentification par clé de sécurité. Soit ce n'est pas le cas, et ce n'est pas grave. Il y a un outil qui s'appelle Windows Configuration Designer qui va permettre, alors avant ça, je vais venir, autant pour moi, enrôler sur mon compte Microsoft ma clé de sécurité. Donc ici, je me connecte à mon compte. Donc d'ailleurs, sachez que, bon, alors ça c'est de l'astuce, hein, mais il y a des URL comme, non, pas comme celle-là, comme, hop, ça va mieux marcher, c'est ça. Voilà, comme ça qui vont diriger en fait directement l'utilisateur sur sa page de MFA. Et ici, je vais pouvoir directement, donc pour information, j'ai simplement été dans mon compte Microsoft, profil de sécurité, double facteur. Ici, j'ai la liste de double facteur. Je peux ajouter une méthode qui est, dans mon cas, ce qui m'intéresse, la clé de sécurité. Donc, je vais ajouter. Ici, donc, bon, il va simplement me redemander mon authentification. Je suis connecté un petit peu avec un cookie, donc il n'a pas aimé. Voilà. Ici, il me demande simplement à travers quel setup, donc à travers quel protocole entre la clé device et la clé va communiquer. Donc, je lui dis que moi, ce sera du USB. Il dit OK, préparez votre clé à côté de vous, etc. Je vais avoir un pop-up du navigateur pour venir enregistrer une clé. Voilà, ce fameux pop-up. Je vais venir brancher ma clé de sécurité. Donc là, je l'ai bien branché. Je dis, OK, voilà, quelle est l'URL qui va enregistrer du FIDO2, etc. Bon, sachant que ça fonctionne par domaine. Hein, donc, en fait, là, ce ne sera pas disponible que pour login.microsoft.com, mais pour tous les domaines microsoft.com et Office. Je rentre le code PIN de ma clé pour m'enrôler. Donc, c'est le code PIN qui est par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, ma clé n'est pas vierge. Donc, j'ai déjà configuré un code PIN, donc je vais la rentrer. Mais sachez que pour la toute première authentification FIDO2, là, il me demande de toucher ma clé pour être sûr que ce n'est pas un bot qui effectue l'action en fait, à ma place. Et la première fois que vous allez configurer un code PIN pour FIDO2, il va vous demander, le protocole WebAuthn va vous demander de changer de code PIN par défaut. Ça, c'est aussi hyper pratique parce qu'il n'y a pas de politique à mettre en place chez le client pour être sûr qu'il n'y a pas un code PIN par défaut de 3 qui traîne. En fait, à partir du moment où un utilisateur a enrôlé son premier token FIDO2, il a dû changer de code PIN. Donc ça, c'est pratique pour être sûr que l'utilisateur ne laisse pas des codes PIN par défaut qui ruineraient en fait toute la sécurité de la clé. Là, je lui donne un nom. Et ma clé est enrôlée. Du coup, comment ça se passe? Comment ça se passe une connexion, premièrement, dans un compte Office? Alors là, il m'a gardé, évidemment, en cache. Donc, je vais ouvrir une fenêtre privée, Outlook, par exemple. Là. Comment ça se passe lorsqu'un utilisateur souhaite se connecter sur son environnement Outlook à travers le portail web? Ici, je vois en fait que j'ai une petite option qui s'appelle connexion avec une clé de sécurité que vous allez retrouver sur les navigateurs, enfin sur le site. Ici, en fait, il est venu interroger ma clé pour savoir vu que moi j'ai plusieurs tokens d'enrôlés, quel est sur Microsoft.com, quel est l'utilisateur qui nous intéresse. Donc moi, c'est John. J'utilise John. Je rentre le code confidentiel.
et je suis logué. Ça, c'est l'expérience passwordless de FidoDO qui fait qu'à aucun moment ici, j'ai rentré mon login, mon mot de passe. Voilà pour la partie web. Donc maintenant qu'on a notre clé d'enrôler, comment ça se passe pour ouvrir une session avec? Pour ouvrir une session avec, je vais en fait utiliser Windows Configuration Designer qui va permettre la customisation entre autres du regedit. Et je vais simplement venir autoriser une option dans Windows Hello for Business qui s'appelle Security Keys, Use Security Keys for Sign-in. Je vais l'activer et je vais exporter mon paquet. Donc voilà, je dis simplement où est-ce que je veux qu'il atterrisse. Voilà, je le crée et il est créé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? C'est un paquet qu'on peut parfaitement déployer par JGo pour information. J'ai le paquet qui fait que si je clique dessus, je vais avoir cette fonctionnalité d'activer. Donc, je vais simplement venir double-cliquer sur le fichier ppkg. Donc là, il me dit, attention, il y a quelque chose qui va être modifié, évidemment. Et c'est fait. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je me déconnecte et que je me reconnecte? J'ai la possibilité désormais de me connecter. Ça, c'est la clé de sécurité FIDO2. Ça, c'est la smart card, pour information, cette icône. La clé de sécurité FIDO2, et ici, c'est le code PIN de ma clé que je dois rentrer pour pouvoir venir me connecter. Je touche ma clé pour être sûr, encore une fois, que ce n'est pas quelque chose qui fait ça à ma place, et je suis logué à ma session en FIDO2 grâce à Azure. Et là, encore une fois, on n'a besoin ni du username, ni du mot de passe pour se connecter. Le simple code PIN qui peut faire toute la durée de vie de la clé suffit. Donc, en termes d'expérience utilisateur, on est vraiment au top ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir? Non, c'est clair. OK. Voilà, donc ça, c'est vraiment, si jamais vous avez le choix sur l'une de vos plateformes entre FIDO2 et autre chose, je vous conseille très fortement de partir sur FIDO2 pour cet aspect-là, cet aspect confort et cet aspect sécurité. OK. Bah, écoutez, si c'est clair, je regarde juste vite fait. OK, on a quasiment fini FIDO2, donc je vais pouvoir finir quasiment pour le déjeuner. Donc simplement, de toute façon, vous venez de le voir, vous avez compris le principe, donc ça va aller assez vite. Donc voilà, YubiKey nous va fournir une authentification native forte pour les utilisateurs de Microsoft, simple et sécurisée pour ces écosystèmes. Donc une authentification par clé matérielle, supportée nativement et qui fonctionne de manière transparente avec tous les logiciels de Microsoft. Hein, sachez que si vous avez des Outlook, par exemple, en client lourd, qui sont Office 365, vous avez la possibilité de faire de la clé de sécurité sur les applications lourdes Microsoft également, il n'y a pas de problème. On va éliminer tous les problèmes précédents avec le déploiement de la carte à puce. Donc, on va avoir un MFA simple à utiliser, faible coût de déploiement et authentification forte. Et les fournisseurs VPN, encore une fois, peuvent utiliser authentification basée sur certificat 509 et qui est la smart card ou PIV sur Cisco, Pulse, etc. Voilà, donc ça c'était simplement pour le monde Microsoft et qui est disponible évidemment avec toutes les applications qui savent faire de la délégation SAML pour l'authentification. Donc là, je pense très récemment à Fortinet avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger et de tester l'intégration avec lui sur la nouvelle release qui sait faire de la délégation SAML à Azure pour venir donc s'authentifier à FIDO2 pour le VPN. Et il me semble que Pulse Secure a également sorti cette délégation SAML pour venir pouvoir faire du FIDO2 sur des IDP externes, entre autres. Voilà, donc quels sont, pour conclure sur Fido, les cas d'usage qu'on retrouve le plus souvent? Les connexions aux services web, type Office, les ouvertures de sessions, les enregistrements avec clients lourds, type, voilà, encore une fois, Outlook, d'autres applications qui savent le faire. Autoriser les transactions, permettre une expérience passwordless et
tout en ayant du multifacteur, parce que pour ceux qui se le demanderaient, c'est bien du multifacteur qu'on fait ici en passwordless, parce que c'est ce que j'ai la clé et ce que je connais le code PIN. Voilà pour cette partie qui s'achève sur Philo 2. Quelques liens complémentaires. De toute façon, on vous enverra à tous ce PDF du workshop. Hein, s'il y a des liens qui vous intéressent, il n'y a pas de problème. On vous enverra tout ça. Si vous souhaitez vous renseigner, sachez également qu'il y a un site qui s'appelle developers.ubico.com. Si jamais vous souhaitez en savoir plus en profondeur sur le protocole, bon, évidemment, déjà, vous pouvez me demander tout de suite. Mais autrement, vous avez ce site developers.ubico.com où vous avez toutes les informations techniques sur comment fonctionnent ces protocoles.